jours seulement. Aujourd'hui, on va enchaîner avec la dissection de l'aorte. En guise d'introduction, la dissection de l'aorte, c'est une pathologie réputée grave malgré elle est rare. C'est une pathologie dont la mortalité peut aller jusqu'à 30% si elle n'est pas traitée. Donc, c'est une pathologie qui se définit comme une déchirure au niveau de la médiale de la paroi de l'artère de l'aorte. Donc, pour comprendre la physiopathologie de la dissection de l'aorte, quand il y a des complications, il faut se rappeler de l'histologie de la paroi de l'artère de l'aorte et de ses branches terminales et de ses branches de division. En fait, la dissection de l'aorte, c'est un clivage au niveau de la médiane entre le tiers externe et les deux tiers internes, créant ainsi un fort chenel qui va communiquer avec le vrai chenel à travers une porte d'entrée. Donc le fort chenel et le vrai chenel sont séparés par ce qu'on appelle le flap intimal. Donc je vais passer la parole à Mohamed pour nous parler un peu sur les éléments qu'il faut chercher à l'interrogatoire. Donc à l'interrogatoire, pour une dissection aortique, on cherche deux choses. Donc la douleur thoracique, donc, qui est typique de la dissection aortique, qui est rétrosternale. Donc c'est une douleur, donc c'est une douleur donc, qui suit le trajet de l'aorte. Elle naît donc en rétrosternale, puis donc elle passe en lombaire. C'est une douleur donc, qui est fugace, donc qui est migratrice. Et donc elle est de type déchirure ou donc de type donc constrictive. C'est une douleur d'intensité variable, donc généralement elle est d'installation brutale et d'emblée donc très intense. Donc ça c'est pour la douleur. On a d'autres signes associés donc selon les artères qui sont atteintes par la dissection. Donc on sait que la dissection aortique elle s'étend aux différentes artères qui naissent de l'aorte. Donc si l'atteint les artères à destination cérébrale, donc on aura des signes qui sont neurologiques. Donc à savoir donc on peut avoir des syncopes, des léthargie, on peut avoir également donc, des troubles de conscience prolongés et donc des déficits moteurs et sensitifs, donc des signes de focalisation. Donc si la dissection atteint les artères coronaires, on aura donc une douleur donc, de type constructive qui traduit donc, une atteinte un syndrome coronarien. Donc on peut également donc, avoir des lombalgies et des hématuries donc, si l'artère rénale est atteinte, donc on peut avoir une stimulation empirique qui est un tableau trompeur qui peut initier le tableau. Donc on peut également avoir une dyspnée, la dyspnée qui peut traduire un pneumothorax, une infarctus péricardique et qui peut traduire également un état de choc ou un OAP. On peut également avoir des hémoptysies et des hématémèses, donc on peut avoir des dysphagies et des dysphonies, donc ce sont des signes de compression. Donc, quand la poche, donc plutôt de dissection est grande, donc quand il comprime les organes donc il donne des signes de compression. Et donc le deuxième élément à chercher donc, devant la douleur et les signes accompagnateurs, on a le terrain. Donc on cherche le terrain, c'est très important. Donc, on cherche deux choses importantes, l'aspect qui est mal contrôlé et donc on cherche également un syndrome marche-nuit. Donc voilà pour... une fois le diagnostic de la dissection de l'aorte est évoqué par les éléments de l'interrogatoire, quels sont les éléments à rechercher sur l'examen clinique? Donc à l'examen clinique, déjà il faut chercher un morphotype qui est évocateur. Donc on parle ici du syndrome du Marfan. À l'examen général, j'insiste sur deux choses, la pression artérielle et le pouls, qui vont être asymétriques. Passons à l'examen cardiovasculaire. Pour chercher une complication qui est plus fréquente et plus grave, c'est l'insuffisance aortique. Et bien sûr, les signes d'insuffisance cardiaque droite, donc c'est la tamponnade. Pourquoi l'insuffisance aortique et la tamponnade? Parce qu'on sait très bien que la partie ascendante, l'aorte ascendante est couverte par le péricarde, pardon. Donc une rupture ou bien une rupture de la dissection de l'aorte ascendante, ça va être responsable d'un épanchement au niveau du péricarde et qui va donner par la suite un tableau de tamponnade. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas oublier de chercher les signes d'insuffisance aortique et les signes de tamponnade. Également, il ne faut pas oublier l'examen neurologique.
j'insiste sur l'examen neurologique. Parce qu'on sait très bien que la dissection, lorsqu'elle s'étend au niveau des carotides, ça va donner un tableau neurologique avec un déficit neurologique. Également, il ne faut pas oublier l'examen abdominal. Parce que lorsque la dissection s'étend au niveau des artères mésentériques, ça peut donner une ischémie mésentérique. Également, il faut chercher l'anurie. Donc, moralité des choses. Et donc, lorsqu'on sait très bien l'anatomie artérielle, ça veut dire la vascularisation, le trajet des artères, on va déduire nous-mêmes les signes cliniques. Donc, on passe à l'exemple paraclinique. Alors, pour les examens paracliniques, d'après l'interrogatoire et d'après l'examen clinique, on a suspecté le diagnostic de la dissection de l'aorte. Alors, pour l'examen paraclinique, on a des examens qui ne vont pas confirmer notre diagnostic, mais qui vont nous orienter, suspecter un peu. Alors, premièrement, par exemple, les examens de débrouillage, on a, comme toujours, une douleur thoracique, on commence par ECG radiothorax. Alors, parmi les signes qu'on peut avoir dans l'ECG, c'est l'hypertrophie ventriculaire gauche, qui est secondaire à un tableau d'HPA. Et si la dissection s'atteint sur le coronaire, on peut avoir un tableau de repolarisation sur un savant coronarien, soit STP, soit STM. Pour la radiographie thoracique, alors, parmi les signes soi-disant pathognomonique, c'est l'élargissement des médiastins. Elle peut avoir une cardiomégalie secondaire à l'hypertrophie ventriculaire gauche. Et pour l'examen de certitude de la dissection de l'aorte, on demande l'angioscanner qui va nous démontrer les deux trajets au niveau de l'aorte. Et même l'échographie transthoracique, si la dissection se passe sur l'aorte ascendante, alors on peut avoir les deux chemins. Alors c'est ça l'examen parallèle, alors les examens de certitude selon l'angioscanner et le TT si la dissection se passe sur l'aorte ascendante. Donc, je vais parler un peu des complications. En fait, les complications se font par 4 mécanismes, vous l'avez déjà expliqué un peu. D'abord, l'extension de la dissection de l'aorte vers les coronaires ou vers la valve aortique qui va donner une insuffisance aortique. Puis on a le tableau des ischémies par extension de la dissection de l'aorte vers les différentes branches de division. On pourra avoir des signes d'ischémie d'un membre inférieur ou des signes d'infarctus de mésentère. Puis la dilatation de l'aorte qui peut comprimer les organes de voisinage, on peut avoir une dyspnée par exemple en cas de compression de l'arbre trachéobronchique. On peut avoir même si un syndrome cave supérieur en cas d'obstruction, en cas de compression de la veine cave supérieure. Et bien sûr la complication la plus grave c'est la rupture de la paroi de l'aorte qui peut donner soit un hémothorax, soit un hémopéricarde ou un hémomédiastin. Donc, je vais passer la parole à Ahmed pour parler un peu sur le traitement initial. Donc, pour le traitement initial, on sait que la majorité des dissections aortiques sont dues à une hypertension artérielle qui est mal contrôlée. Donc, il faut monitorer tout d'abord la tension artérielle. Donc, il faut tâcher à la diminuer le plus rapidement possible avec des objectifs de pression artérielle systolique inférieure à 100 à 120 mm de mercure. Donc pour cela, il y a plusieurs traitements. Le traitement du choix, c'est le bêta-bloquant. Donc c'est avlocarbil qui est le propanolol. Donc on donne une dose de 0,5 mg en IV comme dose de charge. Donc c'est une dose test, si on veut dire. Donc si le patient tolère, donc on n'a pas une bradycardie. Donc là, on donne l'avlocarbil à la même dose, par 6, par 4 à 6 heures. On peut donc également utiliser le Loxène, qui est un inhibiteur calcique, donc on donne une dose de 5 à 10 mg, donc on a pour le besoin de 5 mg, donc comme dose de charge, puis on la passe dans la seringue autopulsée en adaptation avec les chiffres de la tension artérielle. On peut utiliser également une cruciate de sodium, donc à une dose de 0,2 à 0,5 microgrammes par kilo minute, donc qu'on la passe dans la seringue autopulsée. Donc il faut également insister à la contre-indication de l'anticoagulation en matière de dissection aortique, donc pas d'anticoagulation. Et donc également on traite la douleur, donc parce qu'on sait que la douleur elle est très intense dans la dissection aortique.
Donc, pour le traitement donc, chirurgical, c'est moi qui vais parler. Non, Donc, pour l'indication du traitement chirurgical, on passe la parole à Annie. Alors, pour l'indication du traitement chirurgical, la chirurgie est l'indication sur la dissection de l'aorte qui concerne l'aorte ascendante. Alors, selon la classification des démarqués, alors on a deux types de dissection. Une dissection de l'aorte qui concerne l'aorte ascendante, une dissection de l'aorte qui ne concerne pas l'aorte ascendante. C'est la cause de l'aorte descendante. Alors, si l'aorte ascendante est concernée, c'est la chirurgie d'emblée. Pas de discussion. La deuxième indication de la chirurgie dans cette pathologie, fameuse pathologie, c'est la dissection de l'aorte, classe B, selon le démarqué, qui se trouve sur la crosse ou l'aorte ascendante, mais qui est compliquée. Compliquée par d'autres complications qu'on a déjà citées. Alors, au dehors de ça, il n'y a pas une indication de la chirurgie. Une dissection de l'aorte qui concerne l'aorte descendante ou la cause de l'aorte et qui n'est pas compliquée, une façon stable et tout, on peut juste traiter par un traitement médical qui est cité chez Rami Mohamed. Alors, on a deux indications de la chirurgie. Soit une dissection de l'aorte qui concerne l'aorte ascendante, même si la patient est stable. Même si la patient est stable et l'aorte ascendante est touchée, c'est une indication chirurgicale en urgence. Et la deuxième indication chirurgicale, c'est la dissection de l'aorte classe B, c'est la classification de débarqué, mais qui est compliquée. Oui, qui concerne l'aorte descendante et la cause de l'aorte. Donc, on a parlé sur le tableau clinique de la dissection de l'aorte. On a détaillé sur l'interrogatoire, surtout le classe TA et le syndrome marfanoïde. Les examens paracliniques à demander, bien sûr, sont les mêmes devant une douleur thoracique, le CG, le radiothorax, et bien sûr, plus spécifique de la dissection de l'aorte, on a le TT, le transthoracique et le scanner thoraco-abdominal qui vont, dans la majorité des cas, faire le diagnostic positif. Puis il faut faire un diagnostic des complications, surtout l'hémopéricarde et l'hémothorax. Pour le traitement initial, le traitement c'est le traitement anti-HTA avec surtout contre-indication formelle des anticoagulants. Pour l'indication de la chirurgie, surtout il est indiqué pour la dissection de l'aorte qui touche l'aorte ascendante. C'est la classe A, selon la classification de Stanford. Pour la dissection de l'aorte qui ne touche pas l'aorte ascendante, c'est la classe B. Donc l'indication chirurgicale n'est pas urgente. Elle est indiquée surtout en cas de complications. Par exemple, une ischémie des membres inférieurs ou infarctus mésentérique. Donc c'est ça.